publish and proclaim that the Prince William become our only lawful and rightful liege lord of Great Britain and Northern Ireland, and of his other realms and territories, king. Le Royaume-Uni est plongé dans une période de deuil national sans précédent depuis la mort de la reine Élisabeth II. Début juillet, l'annonce du décès du roi Charles III a provoqué une vague de chagrin collectif à travers les îles avec des drapeaux mis en berne et de sombres hommages aux quatre coins du pays des marches du palais de Buckingham aux plus petites églises des Highlands écossaises. La déclaration officielle du palais confirmant le décès du monarque était à la fois digne et profondément émouvante, déclenchant l'opération Menai Bridge, le protocole longuement préparé régissant le décès de la souveraine. La précision avec laquelle les événements ont commencé à se dérouler contrastait avec le bouleversement émotionnel ressenti par la population. D'Édimbourg au Cornouailles, de Belfast à Cardiff, les communautés se sont rassemblées lors de veillées aux chandelles déposant des milliers de bouquets de cartes et même d'objets personnels symbolisant leur lien avec le défunt roi. Sur les réseaux sociaux et les chaînes grand public, des extraits des décennies de service de Charles, mettant en lumière son engagement environnemental, ses discours à l'ONU et ses moments de père et de grand-père, ont été diffusés en boucle ravivant l'admiration pour un homme qui s'était préparé toute sa vie à un rôle qu'il a occupé pendant un peu plus de 2 ans. Ce règne, bien que bref, a laissé une empreinte indélébile lui valant le surnom posthume de roi du climat. Pendant ce temps, la nation était paralysée, les événements nationaux étaient annulés, les campagnes politiques interrompues et même le Parlement suspendait les débats pour permettre aux députés de rendre hommage. Dans les écoles, les enseignants expliquaient gentiment l'ampleur du moment aux enfants dont beaucoup avaient vu le roi Charles récemment défiler lors de la parade des couleurs. Les gares, les mairies et les places publiques affichaient des hommages numériques tandis que les cloches des églises sonnaient à travers tout le pays dans un acte coordonné de commémoration nationale. Il est à noter que les médias britanniques, souvent divisés sur le plan des opinions, ont exprimé une voix unifiée de respect et d'admiration. Des journaux de premier plan tels que le Times, le Guardian et le Télégraphe, des éditoriaux en première page, ont été publiés commémorant le dévouement de Charles tout au long de sa vie au service public. La BBC ITV et Sky ont suspendu leurs programmes habituels pour couvrir intégralement la période de deuil, diffusant des documentaires, des interviews et des hommages spéciaux de dirigeants mondiaux. Le message de l'archevêque de Canterbury a qualifié cet événement de « moment sacré de deuil et de gratitude », incarnant ainsi le sentiment national. Des personnalités de tous bords politiques ont exprimé leurs condoléances. Lors d'une allocution télévisée solennelle, le Premier ministre Rishi Sunak a salué le roi, le qualifiant de « pont entre tradition et progrès ». Même des figures de l'opposition comme Keir Starmer et Nicola Sturgeon ont reconnu l'influence stabilisatrice de Charles en période d'incertitude constitutionnelle. L'ancien président américain Barack Obama a publié une déclaration saluant le leadership environnemental de Charles, tandis que le Premier ministre canadien Justin Trudeau s'est exprimé avec émotion au Parlement sur l'impact durable du roi sur le Commonwealth. Alors que le chagrin se propageait, des chœurs spontanés chantèrent des hymnes comme « Demeurez avec moi » et « Que Dieu sauve le roi » à l'extérieur des cathédrales et des châteaux. Dans les villages ruraux, les voisins se sont rassemblés autour des monuments aux morts pour allumer des lanternes à la mémoire du monarque. L'émotion a touché les communautés d'expatriés britanniques en Australie, en Nouvelle-Zélande et dans les Caraïbes, où les gouverneurs locaux ont organisé des cérémonies commémoratives qui faisaient écho à l'unité observée au pays. Ce qui a rendu cette période de deuil particulièrement profonde, c'est sa résonance intergénérationnelle. Les citoyens plus âgés ayant connu plusieurs monarques ont vu en Charles un retour à un leadership moral fondé sur des valeurs, tandis que les jeunes générations ont reconnu son engagement en faveur du développement durable, de la santé mentale et de l'autonomisation des jeunes. Les scènes devant les grilles du palais comptaient autant de personnes de la génération Z en deuil que de retraités, beaucoup se souvenant de son soutien au Prince's Trust et de ses premières alertes sur le changement climatique comme preuve de sa clairvoyance. Dans la rue, des gens ordinaires exprimaient leurs émotions. « C'était le roi qui nous comprenait », a déclaré un commerçant de Birmingham. L'Indépendant, il n'a pas eu besoin de régner longtemps pour que nous ressentions sa présence. D'autres ont fait écho à des sentiments similaires, soulignant comment la compassion de Charles, lors des crises récentes, de Grenfell à la Covid, avait gagné la confiance du public de manière subtile et significative. La réaction internationale a été à la hauteur de l'humeur nationale. À Paris, la Tour Eiffel a tamisé ses lumières. À Berlin, le Bundestag a observé une minute de silence, le chancelier Friedrich Merz déclarant que l'Europe a perdu un ami. Le pape François a adressé ses condoléances personnelles au roi Guillaume V, saluant ses efforts pour favoriser le dialogue interreligieux. Ce cœur mondial de deuil a souligné son rôle non seulement en tant que monarque britannique, mais aussi en tant que diplomate respecté.
bien au-delà de ses frontières. De retour à Londres, Westminster Hall commença les préparatifs pour accueillir la cérémonie solennelle du roi, tandis que le château de Windsor recevait une multiplication des hommages floraux transformant son parc historique en un océan de couleurs et de silence. Malgré la douleur, le ton n'était jamais chaotique. Il était empreint de recueillement et profondément ancré dans la tradition. Ces expressions publiques de deuil ne se contentaient pas d'honorer un souverain déchu, elles ravivèrent la conscience nationale du devoir de l'héritage et de l'unité. Parmi les scènes les plus poignantes, on compte la minute de silence national observée le 3e jour après la mort du roi. À midi pile, Big Ben sonna une fois et un silence s'abattit sur le pays. Les rues se vidèrent, les marchés s'immobilisèrent, même les avions à Heathrow furent momentanément cloués au sol. Ce souffle collectif retenu avec recueillement symbolisait non seulement le deuil, mais aussi la promesse de perpétuer les valeurs défendues par le roi. La période de deuil, qui devait durer une dizaine de jours, avait déjà commencé à façonner une transformation nationale. Dans ce moment de deuil partagé, le Royaume-Uni retrouvait sa raison d'être, grâce à la tradition, à l'unité et à une volonté collective de défendre les idéaux défendus par le roi Charles III. Ce n'était pas simplement la fin de la vie d'un monarque, mais le début d'un nouveau chapitre construit sur les fondations qu'il avait si méticuleusement posées. Derrière les grilles, ornées de Windsor et de Balmoral, un deuil plus discret se déroulait, moins visible que le faste des rues londoniennes, mais non moins significatif. La famille royale, désormais plongée sous le regard implacable du public, lors de la plus intime des pertes, naviguait dans un océan d'émotions mêlant devoir et chagrin. Au cœur de tout cela se trouvait le roi Guillaume V, dont l'ascension au trône ne s'est pas faite dans la célébration, mais dans un chagrin profondément ancré dans chacun de ses gestes. Des sources proches du palais ont décrit une famille soudée, cherchant réconfort dans les souvenirs et les rituels communs qui les unissaient depuis des générations. Guillaume, quelques jours seulement après son accession au trône, a convoqué ses frères et sœurs pour une veillée privée à Balmoral peu après l'annonce officielle. La réunion a été décrite comme sombre et profondément personnelle, un écho de la force tranquille dont leur défunt père avait si souvent fait preuve. Pendant ce temps, le nouveau roi aurait revisité le bureau privé de Charles, parcourant du bout des doigts des volumes de notes manuscrites sur l'action climatique et des discours familiaux, des pages qui font désormais partie d'un héritage en constante évolution. C'est durant ces nuits que la princesse Anne s'est imposée comme une figure centrale. La princesse royale, connue depuis longtemps pour son stoïcisme et son pragmatisme, était le pilier émotionnel de la famille. Des sources proches ont révélé qu'elle était aux côtés de Charles dans ses dernières heures, tout comme elle l'avait été pour leur mère. Bien qu'elle ait peu parlé durant les premiers jours du deuil, chacun de ses mouvements respirait la stabilité. Anne a coordonné la réaction initiale de la famille, a conseillé sur les détails de la cérémonie inspirée des précédents adieux royaux et a veillé à ce que la monarchie soit perçue comme une image de cohésion et de résilience. Pendant ce temps, Catherine, princesse de Galles, endossait un double rôle complexe, gérer le chagrin de la perte d'un beau-père, tout en guidant ses 3 enfants à travers la perte d'un grand-père. Sa grâce, sous la pression, était largement saluée. Ses propres problèmes de santé étant encore présents dans la mémoire collective, Catherine offrait une douce source de réconfort. Selon les conseillers royaux, elle organisait des moments de recueillement avec George Charlotte et Louis, allumant des bougies, lisant les lettres de Charles et introduisant avec douceur l'idée de perpétuer son héritage. Ces scènes, bien que cachées au public, dressaient le portrait d'une famille ancrée dans une relation humaine authentique. Un moment particulièrement tendre décrit par des initiés s'est produit la veille du début officiel du deuil. William et Anne ont été aperçus feuilletant de vieux albums photos jusque tard dans la nuit, s'arrêtant sur des clichés de vacances en famille à Balmoral et Highgrove. Rires et larmes se mêlaient, tandis qu'ils racontaient des anecdotes, l'obsession de Charles pour les haies et cartes de Noël faites main sa façon d'accueillir chaque lever de soleil par une promenade dans ses jardins. Ces souvenirs étaient non seulement réconfortants, mais aussi réconfortants. Il rappelait aux membres de la famille royale, surtout aux plus jeunes, l'homme derrière le monarque, le père, le frère, le grand-père, qui portait son titre avec légèreté. Durant cette période de recueillement même, les membres de la famille d'éloignés étaient de présents. Le prince Harry, bien que physiquement éloigné et résidant toujours en Californie, aurait eu plusieurs conversations privées avec William et Anne. Bien qu'aucune apparition publique n'ait été confirmée à l'époque, des sources proches du dossier ont suggéré que les discussions de réconciliation avaient discrètement repris. Meghan, duchesse de Sussex, a envoyé un hommage floral et un mot manuscrit que des sources du palais ont qualifié de respectueux et personnel. Le deuil privé s'étendit également à la reine Camilla, désormais reine-mère. Bien qu'elle soit restée largement dans l'ombre depuis la dernière hospitalisation de Charles, son chagrin était, dit-on, profond. Ses proches
On notait son retrait à Remil House dans le Wiltshire, où elle passa plusieurs jours en solitude avant de rejoindre sa famille. On pense que Catherine a servi de pont entre Camilla et les jeunes membres de la famille royale, organisant un déjeuner privé qui a contribué à apaiser certaines tensions persistantes et à honorer le souhait de Charles d'harmonie familiale. L'atmosphère qui régnait dans les résidences royales à cette époque n'était ni luxueuse, mais plutôt paisible et endurante. Les repas se déroulaient dans un silence discret, le personnel était prié de renoncer aux formalités lorsque cela était nécessaire. Les rideaux restaient tirés plus longtemps que d'habitude et même les jardiniers de Windsor auraient retardé leur tâche pour honorer l'ambiance. Du ton des paroles au rythme des pas, tout reflétait un palais en deuil. Ces journées ont révélé non seulement une profonde tristesse, mais aussi un changement intentionnel dans la dynamique royale. Le ton de William en tant que roi était déjà différent, moins rigide, plus intime. Il a invité les membres de sa famille à participer à l'organisation des funérailles, encourageant non seulement les membres les plus âgés de la famille royale, mais aussi les jeunes générations. Le prince George, bien qu'encore enfant, a été associé aux conversations sur l'amour de son grand-père pour la nature et son travail de conservation, semant ainsi les graines d'un héritage de compréhension plutôt que d'obligation. Alors qu'une grande partie de la nation assistait à des apparitions solennelles et à des processions majestueuses, la maison royale vivait une réalité parallèle. Mouchoirs et tasses de thé, boîtes à souvenirs et toasts privés formaient l'architecture du deuil. La juxtaposition entre faste public et douleur privée était frappante, mais nécessaire, car c'est dans cette dualité que la monarchie puise sa force. À la fin de la semaine, alors que la famille royale commençait à apparaître plus publiquement, une unité visible se faisait jour, ce qui n'avait pas toujours été le cas ces dernières années. Cette cohérence subtile mais indéniable se forgeait non pas dans les protocoles royaux, mais dans une vulnérabilité partagée. L'assurance d'Anne, la grâce de Catherine et la solennité mesurée de William devinrent la trinité autour de laquelle une nation en deuil trouva la stabilité. Et dans ce moment fragile, entre la fin d'une époque et l'aube d'une autre, les larmes privées de la famille la plus publique de Grande-Bretagne ont contribué à recadrer le sens de la royauté, non seulement comme une structure constitutionnelle, mais comme un fil humain reliant le passé au présent. Au fil des cérémonies du deuil national, deux figures imposantes se sont imposées, la princesse Anne et Catherine, princesse de Galles. Ces deux femmes, marquées par des parcours très différents au sein de l'institution royale, se sont retrouvées au cœur des funérailles royales les plus historiques de la génération. Dans une monarchie souvent marquée par un leadership masculin et des rôles liés à la tradition, leur présence visible marquait non seulement un adieu respectueux au roi Charles III, mais aussi un symbole de transition vers une famille royale modernisée où le devoir transcende les genres. La princesse Anne, déjà vénérée pour son éthique de travail acharnée et son absence de prétention, s'est présentée sous les feux de la rampe nationale avec l'assurance d'une personne forgée par des décennies de service public. Vêtue de son uniforme de cérémonie de la Royal Navy, agrémentée d'épaulettes et de médailles témoignant de ses années de commandement honoraire, elle était à la fois un symbole de tradition et un rappel de la résilience inébranlable de la couronne. Sa décision de marcher aux côtés du cercueil de son frère a fait écho au moment où elle est devenue la première femme de la famille royale à prendre part à un tel cortège lors des funérailles de leur mère. Cet acte avait rompu avec un précédent de longue date et maintenant, avec le décès de Charles, il était devenu la norme. Ce qui distinguait Anne, durant cette période de deuil, n'était pas seulement sa visibilité, mais aussi sa capacité à organiser les événements en coulisses. Les conseillers du palais ont confirmé qu'Anne assurait personnellement la liaison avec les représentants militaires, examinait les itinéraires cérémoniels et veillait au respect des souhaits spécifiques de Charles jusqu'à l'ordre des hymnes et au rythme du cortège. Tandis que le roi Guillaume tenait des réunions diplomatiques et des engagements publics, Anne demeurait la cheville ouvrière des opérations royales internes. Sa capacité à équilibrer la solennité du moment et la clarté logistique apportait un ordre indéniable à une période pourtant chargée d'émotions. Les observateurs ont souligné la dimension personnelle qu'Anne a apportée aux funérailles. On l'a vu essuyer des larmes lors d'un hommage privé à la chapelle Saint-Georges, un rare aperçu d'une femme habituellement caractérisée par son sang-froid. Des sources proches ont confié que son chagrin était ancré non seulement dans l'affection fraternelle, mais aussi dans une compréhension partagée depuis toujours des exigences de la monarchie. Charles et Anne étaient au plus proche qu'on ne le pensait, a confié un ancien écuyer royal, le Times. Ils sont tous deux nés dans l'attente et ils ont compris ce fardeau mieux que quiconque. Aux côtés d'Anne, marchait Catherine dont la transformation au cours des 15 dernières années de simple roturière réservée à figures royales et piliers de la monarchie a été l'une des évolutions les plus remarquables de l'institution. Le jour du cortège, la décision de Catherine de se joindre au cortège à pied, et non en calèche, comme c'était autrefois la coutume, reflétait une rupture significative avec les normes historiques.
Vêtue d'un ensemble noir de jais coiffé d'un voile délicat rappelant la tenue de deuil de la reine Élisabeth, en 1952, elle affichait à la fois prestance et vulnérabilité. La vision des deux femmes, Anne droite et martiale et Catherine gracieuse et posée, est devenue l'une des images les plus partagées de la journée. Le rôle de Catherine lors des funérailles fut plus que symbolique. Elle contribua activement à façonner le ton familial, veillant à l'équilibre entre formalité et accessibilité émotionnelle. C'est elle qui aurait conseillé à William d'inclure dans son discours un passage personnel rappelant l'engagement environnemental de son père en le reliant au projet climatique de l'école du Prince George. En coulisses, Catherine s'est également concertée avec les responsables de l'Église pour organiser les places non seulement dans le respect du protocole, mais aussi pour témoigner d'un soutien émotionnel, en veillant par exemple à ce que la princesse Charlotte soit assise à côté de son oncle, le prince Édouard, figure chaleureuse et familière. Son lien avec le public a également joué un rôle crucial. Si Anne portait le sérieux militaire, Catherine portait le cœur. Dans les jours précédant les funérailles, on l'a vu lire des messages de condoléances devant le palais de Kensington, s'arrêtant pour parler aux enfants qui avaient laissé des dessins et des cartes faites main. Un moment largement relayé sur les réseaux sociaux la montre, acceptant avec douceur un petit ours en peluche déposé à la mémoire de Charles, le déposant parmi les fleurs avec une attention visible. Ce geste, bien que modeste, est devenu emblématique d'une monarchie qui écoute, reconnaît et partage le deuil de son peuple. L'autorité de Catherine s'étendait à la maisonnée, en particulier à ses enfants. Des sources proches du couple ont décrit ses efforts pour maintenir une routine familiale stable, petit déjeuner partagé, courtes promenades dans les jardins du palais et conversations du soir propices à l'expression des émotions. Ces moments ont permis au prince George, à la princesse Charlotte et au prince Louis de vivre leur perte, non seulement à travers des cérémonies officielles, mais avec compréhension et tendresse. Une source a raconté comment Catherine a aidé Charlotte à répéter une courte révérence pour le cortège, transformant ainsi ce moment en un moment de douceur et d'apprentissage du respect et de la continuité. Cette attention particulière a des implications plus vastes pour l'avenir de la monarchie. Elle démontre que l'intelligence émotionnelle, si souvent négligée dans des institutions imprégnées de protocoles, devient désormais un élément central de l'attrait de la couronne. La capacité de Catherine à allier tradition et empathie, à être à la fois une personnalité publique et une mère protectrice, reflète l'évolution de la responsabilité royale au XXIe siècle. Ce qui unissait Anne et Catherine durant ce chapitre n'était pas seulement leur dévouement à Charles ou leur élégance, c'était l'incarnation d'une monarchie apprenant à s'adapter. Autrefois, une telle visibilité aurait pu être réservée aux reines consorts ou aux personnages cérémoniels. Mais voici deux femmes occupant des rôles très différents au sein de la hiérarchie royale, se tenant côte à côte, porteuses égales de la douleur et de la résilience d'une nation. Leur présence envoyait un message subtil mais profond. Il ne s'agissait pas simplement de marquer la fin d'un règne, mais d'indiquer le type de monarchie que le roi Guillaume V entend maintenir inclusive, à l'écoute des émotions et ancrée dans le service plutôt que dans le spectacle. Tandis qu'Anne défendait la tradition et que Catherine exprimait sa compassion, le public britannique aperçut quelque chose de remarquable, une continuité, non pas par la hiérarchie, mais par une humanité partagée. Et c'est peut-être là que se révèle la force la plus durable de la famille royale, non pas dans sa capacité à commander, mais dans sa capacité à créer des liens. La disparition du roi Charles III marqua une perte profondément personnelle pour son fils Guillaume, mais marqua aussi le début d'une transformation historique ses premiers jours comme roi Guillaume V. Propulsé au pouvoir dans un moment de chagrin national, Guillaume fut confronté à un défi de taille, honorer l'héritage de son père, tout en endossant un rôle de leader exigeant, clarté sans froid et vision. Ses premiers instants de son règne ne furent pas marqués par des discours ou des vœux de couronnement, mais par la façon dont il porta le poids émotionnel d'un royaume en deuil et prépara la monarchie pour le prochain chapitre. Dès l'annonce de la nouvelle, l'image publique de William a changé. Le jeune prince aperçu une fois marchant derrière le cercueil de sa mère en 1997 était désormais le monarque conduisant la nation à travers une nouvelle période de deuil. Son premier discours télévisé, prononcé moins de 48 heures après la mort de son père, était saisissant par son ton mesuré, sincère et axé sur l'unité. Sans grande déclaration, il a marqué la continuité tout en laissant entrevoir l'avenir. Mon père a consacré sa vie au devoir à la planète et au peuple. Je jure d'honorer ce dévouement à chacun de mes pas en tant que votre roi. Au sein de la royauté, la transition fut rapide mais réfléchie. Guillaume travailla en étroite collaboration avec ses proches collaborateurs, dont son secrétaire particulier et les anciens conseillers de la reine Élisabeth, afin d'élaborer une série d'apparitions respectant le protocole tout en permettant un engagement sincère. Il examina personnellement les registres de condoléances déposés dans les résidences royales, demanda des informations sur la logistique des funérailles nationales et rencontra quotidiennement le personnel du palais pour superviser les préparatifs.
Plus particulièrement, Guillaume insista pour assister aux répétitions du cortège, refusant de déléguer le poids symbolique de marcher derrière le cercueil de son père, un geste qu'il considérait comme un devoir à la fois personnel et public. Sur le plan international, sa première épreuve fut d'accueillir les dirigeants mondiaux venus lui rendre hommage. L'abbaye de Westminster devint un théâtre de haute diplomatie avec la présence de dizaines de présidents, de premiers ministres, de monarques et de chefs religieux. Vêtu de sa tenue militaire de cérémonie, le roi Guillaume les accueillit par de fermes poignées de main et de discrètes expressions de gratitude. Les observateurs remarquèrent sa maîtrise de plusieurs langues, notamment ses échanges chaleureux avec le président français Emmanuel Macron et le chancelier allemand Friedrich Merz. Il aurait également passé du temps avec le Premier ministre canadien Justin Trudeau et le Premier ministre australien Anthony Albanese, réaffirmant ainsi les liens du Commonwealth, et là alors même que les débats sur le républicanisme couvaient en arrière-plan. Le plus frappant était peut-être la constance du comportement de Guillaume. Malgré un chagrin évident, il ne montrait aucun signe de faiblesse. Un sang-froid, probablement, dû à des années de préparation et à l'assurance tranquille de son épouse Catherine. Leurs regards subtils et leur coordination non verbale tout au long des cérémonies de deuil ne passèrent pas inaperçus. À Westminster Hall, lors de la cérémonie d'inhumation, Catherine fut aperçue en train d'ajuster délicatement l'écharpe de Guillaume, un rappel bref mais puissant de la force de leur partenariat. Les commentateurs royaux les ont largement décrits comme « l'encre émotionnelle de la monarchie ». À huis clos, le leadership de William prenait également forme. Il organisa des réunions privées avec la princesse Anne, le prince Édouard et des membres du clergé de haut rang pour discuter non seulement des arrangements funéraires, mais aussi de thèmes plus larges du renouveau royal. Selon certaines sources, ces discussions portèrent sur des sujets allant de la défense de la santé mentale à l'autonomisation des jeunes, en passant par la rationalisation des opérations de la monarchie dans les années à venir. Une source proche révéla que William avait déjà commandé une révision des protocoles cérémoniels du palais de Buckingham visant à réduire les excès tout en préservant la dignité. Cet esprit réformiste fait écho aux ambitions antérieures de Charles, mais avec une touche générationnelle. William, façonné à la fois par une éducation traditionnelle et par des expériences modernes, son service militaire, son travail auprès des services d'ambulance aérienne et son engagement en faveur de la santé mentale à travers la campagne Heads Together possèdent un mélange unique de loyauté institutionnelle et d'instinct progressiste. Sa vision, telle qu'exprimée lors de séances de planification privée, est de diriger une monarchie intime sans être intrusive, symbolique sans être distante. Lors d'un moment particulièrement émouvant des funérailles, William s'arrêta près du cercueil de son père, juste avant qu'il ne soit déposé dans le caveau royal. Les personnes présentes le décrivirent, murmurant une courte prière ou un message personnel, les yeux brillants mais inflexibles. Ce moment dont la presse n'a capté que des fragments devint le symbole d'un monarque profondément en deuil, mais qui gouverne avec détermination. Dans les jours qui suivirent, le ton de William changea subtilement, passant du rôle de fils endeuillé à celui de souverain régnant. Il visita des monuments commémoratifs à Manchester et à Bristol, déposant des gerbes et échangeant avec des citoyens qui racontaient l'impact de Charles sur leur vie. Il rencontra des responsables interconfessionnels dans le sud de Londres pour poursuivre l'œuvre de son père en faveur de l'harmonie religieuse et annonça la création de la King Charles III Environmental Fellowship, un fonds destiné à soutenir les jeunes innovateurs climatiques du Royaume-Uni et du Commonwealth. Les réactions n'ont pas toutes été uniformément élogieuses, les critiques ont remis en question l'avenir de la monarchie dans un contexte de difficultés économiques et de mécontentement social, mais même les voix sceptiques ont reconnu le sang-froid de Guillaume. Tuteur l'éditorial habituellement prudent dans ses commentaires royaux remarquait « Au cours des 10 premiers jours de son règne, Guillaume a fait preuve de retenue d'empathie et d'intelligence stratégique. Reste à voir si cela se traduira par une pertinence à long terme, mais le ton est prometteur. » À travers tout cela, la relation de William avec ses enfants était empreinte d'une profonde émotion. On le voyait souvent marcher main dans la main avec le prince George ou poser une main rassurante sur l'épaule de Charlotte. Ces interactions, bien que simples, symbolisaient la continuité générationnelle incarnant à la fois l'héritage et l'avenir. Alors que la nation approchait du point culminant de son deuil, avec les funérailles nationales, Guillaume se tenait à la croisée du passé et de l'avenir. Il n'était pas seulement une figure de proue, endossant un rôle. Il était un fils honorant son père, un père préparant ses enfants, et un roi entamant un règne marqué par le chagrin, la lucidité et un sens indéniable du devoir. Le cortège funèbre national du roi Charles III ne fut pas seulement un dernier adieu, mais aussi un moment fort d'unité nationale. Une démonstration grandiose de rituels d'héritage et de deuil partagé. Il débuta au palais de Westminster, où le cercueil du roi reposait depuis plusieurs jours sous le regard attentif de milliers de personnes. Enveloppé dans l'étendard royal, orné de la couronne impériale de l'orbe et du sceptre, le cercueil fut délicatement hissé sur l'affût de canons historiques, une pratique ancrée dans des siècles de tradition militaire.
Le silence était palpable au départ du cortège, faisant écho au recueillement des cérémonies d'État les plus sacrées de Grande-Bretagne. 98 marins de la Royal Navy, triés sur le volet et entraînés pour cet instant précis, tirèrent le carrosse à travers les rues de Londres, suivis de 40 autres prêts à servir de frein. Cet acte, à la fois technique et symbolique, rendait hommage au lien de Charles avec la marine et faisait écho aux funérailles des monarques, passés notamment de la reine Élisabeth II et du roi George VI. Mais, à cet instant, l'histoire ne se répétait pas, elle évoluait. En tête du cortège, la princesse Anne et la princesse de Galles marchaient tout côte à côte avec une grâce résolue. La démarche d'Anne, assurée en tenue militaire, reflétait ses années de service public acharné. Catherine, dans sa robe noire fluide et son voile en résille, affichait une dignité sereine qui a trouvé un écho auprès des spectateurs du monde entier. L'image de ces deux femmes marchant en rythme à la tête du rituel le plus solennel de la nation est devenue l'une des photographies les plus marquantes de l'époque, emblématique d'une famille royale ancrée dans la tradition tout en embrassant les sensibilités modernes. Derrière eux, le roi Guillaume V suivait accompagné du prince Édouard et d'autres membres importants de la famille royale. Le visage de Guillaume exprimait la gravité du chagrin, mais chaque pas respirait le calme. De chaque côté de lui, ses enfants George et Charlotte gardaient un silence posé, chacun tenant un petit bouquet qu'ils déposeraient plus tard à Windsor. Il s'agissait d'un acte de participation et non d'une performance qui formait subtilement la génération suivante au fardeau et aux responsabilités dont elle hériterait un jour. Le parcours du cortège était lui-même un récit soigneusement orchestré. Depuis l'abbaye de Westminster, le cortège traversa Parliament Square et longea Whitehall, saluant les institutions mêmes avec lesquelles Charles avait collaboré pendant des décennies. La foule le long du parcours se tenait par dizaines, beaucoup étant arrivés au petit matin. Certains tenaient des pancartes manuscrites en hommage d'autres, agitaient de petits drapeaux britanniques, et d'autres encore se tenaient en prière silencieuse. Lorsque Big Ben sonnait chaque minute, ces carillons semblaient marquer non seulement le temps mais aussi le cœur d'une nation en deuil. Alors que la voiture passait devant le cénotaphe, le monument central dédié aux morts de la guerre britannique des fanfares militaires jouait. Demeurait avec moi l'un des hymnes les plus appréciés de Charles. Lors du défilé des Horse Guards, la garde royale se mit au garde-à-vous au passage du cercueil, leurs uniformes rouges vibrant malgré le chagrin. Le Mall, l'emblématique boulevard processionnel menant au palais de Buckingham, était rempli de citoyens en pleurs et de dignitaires étrangers, le visage solennel et impassible à l'approche du cortège royal. À Constitution Hill et à l'Arc de Wellington, la précision militaire atteignit son paroxysme. La garde royale présenta les armes tandis que le cortège transportait le cercueil dans le corbillard d'apparat au son du tonnerre du salut royal et de l'hymne national. Ce n'était pas seulement un transfert de lieu, c'était un tournant spirituel. Du cœur civique de Londres à l'âme ancestrale de Windsor, le roi rentrait chez lui. L'étape de Windsor apportait une énergie plus calme et plus intime. Le long de la longue allée bordée de chênes majestueux et de vastes pelouses impeccables, le corbillard avançait lentement avec révérence. Ici, le ton est passé du grand spectacle à un adieu personnel. Les citoyens qui n'avaient pas pu se rendre à Londres se sont rassemblés le long du chemin déposant des roses blanches et des brins de romarin sur la route au passage du cortège. Beaucoup inclinèrent la tête, certains chantaient des hymnes. D'autres pleuraient simplement bouleversés par la convergence de l'histoire et de la mémoire. Dans le quadrilatère du château de Windsor, la famille royale se réunit, rejointe par les dirigeants mondiaux, le clergé et une foule de membres de familles royales étrangères. Cette formation, mêlant diplomatie internationale et intimité familiale, marcha lentement vers la chapelle Saint-Georges. Les cloches de la chapelle sonnèrent lugubrement, tandis que les coups de canon d'artillerie retentirent depuis la pelouse est, un rappel viscéral de l'autorité de l'État mêlé à la douleur spirituelle. Le moment le plus poignant de tout le cortège fut peut-être celui des 2 minutes de silence national. Partout en Grande-Bretagne, l'activité était interrompue. À Londres, les bus se sont arrêtés. À Manchester, les matchs de football ont été interrompus en cours de match. À Édimbourg et à Belfast, des écrans publics ont retransmis les funérailles devant une foule silencieuse. Même le trafic aérien à Heathrow a été suspendu. Ce pays était uni non par la célébration, mais par le poids profond des adieux. À l'intérieur de la chapelle Saint-Georges, la cérémonie solennelle d'inhumation s'est conclue par un rituel séculaire. Le grand chambellan brisait son bâton blanc et déposait les morceaux sur le cercueil, signalant la fin du règne du monarque. Ce geste provoqua des exclamations de surprise chez certains assistants, tandis que d'autres joignaient les mains en signe de révérence. Un hymne final résonna sous les arches gothiques, ses dernières notes s'estompant dans un silence chargé de tristesse et de gratitude. Dans son ensemble, le cortège funèbre fut plus qu'un adieu formel, c'était une démonstration d'identité nationale.
Il associait rituels anciens et émotions personnelles, attentes modernes et solennité intemporelle. La présence de la princesse Anne et de Catherine a sublimé l'événement, leur dignité, ajoutant une dimension profondément humaine à des cérémonies par ailleurs institutionnelles. La conduite mesurée du roi Guillaume a ancré l'événement tout entier, confirmant au public et au monde que la continuité royale britannique demeure intacte. Alors que le crépuscule tombait sur Windsor, les drapeaux toujours en berne et les couronnes de fleurs continuant de s'accumuler sur les places publiques du pays, une chose devint claire: Charles n'avait pas seulement été pleuré, il avait été commémoré, honoré et célébré. Ce faisant, la nation avait réaffirmé son attachement à une monarchie en mouvement pleurant le passé, mais déjà tournée vers l'avenir. Alors que l'hymne final résonnait encore sous les arches sacrées de la chapelle Saint-Georges et que le caveau royal était scellé, le Royaume-Uni est entré dans la phase suivante de son deuil collectif, une réflexion silencieuse mais puissante sur l'héritage et le terrain incertain de la monarchie post-Charles. Ce n'était pas seulement la fin d'une époque, c'était le passage de témoin générationnel d'un roi qui avait attendu plus longtemps que tout autre héritier de l'histoire britannique à un autre désormais chargé de redéfinir la notion de monarque au XXIe siècle. Le roi Charles XIII laisse derrière lui un héritage mêlant activisme environnemental, diplomatie discrète et profond engagement envers le service public. Son règne fut peut-être bref, mais son influence s'étend sur plusieurs décennies. De la fondation du Prince's Trust à la fin des années 1970 à son rôle de pionnier de l'agriculture durable bien avant que le bio ne devienne monnaie courante, Charles a su allier monarchie et mission. Ses initiatives comme la Terra Carta et l'initiative pour des marchés durables ont déjà incité gouvernements et entreprises à réévaluer leurs relations avec la planète. Durant la période de deuil, des dirigeants mondiaux, du pape François au secrétaire général de l'ONU, ont publiquement qualifié le leadership écologique de Charles de visionnaire. Au sein de la famille royale, cet héritage n'était pas seulement pleuré, il était intériorisé. Derrière les murs du palais des histoires circulaient, Charles entretenait ses jardins de Highgrove, recevait des climatologues autour de simples repas végétariens et passait des heures à écrire à la main dans ses journaux reliés en cuir. Ces images étaient à partager non pas à des fins de relations publiques, mais comme des moments de recueillement lors des réunions de famille. Un récit particulièrement émouvant décrit comment le roi Guillaume emmena ses enfants planter un jeune arbre dans les jardins de Frogmore à Windsor le lendemain des funérailles. Un acte à la fois symbolique et profondément personnel reflétant les rituels de plantation d'arbres chers à son père. Alors que le deuil national cédait la place à un optimisme prudent, l'attention s'est portée sur la vision du nouveau roi. Les premières actions de Guillaume laissent présager une monarchie prête à se réformer. Des sources proches de la famille royale rapportent que le personnel du palais de Buckingham a reçu pour instruction de procéder à un examen approfondi des dépenses cérémonielles, signe d'une institution allégée et plus en phase avec les réalités économiques de la Grande-Bretagne moderne. Les courtisans notent que Guillaume a également exprimé son intérêt pour une résidence royale tournante, un concept qui permettrait aux souverains de passer plus de temps dans des villes régionales comme Cardiff, Belfast et Édimbourg, non seulement comme figure de proue, mais aussi comme auditeur actif. La santé mentale, l'engagement des jeunes et la transparence numérique sont également considérés comme des piliers du plan de William. Dans une note interne diffusée aux conseillers, peu après les funérailles, il a exposé son intention d'enrichir les plateformes en ligne de la monarchie avec des mises à jour en temps réel, des contenus en coulisses et des ressources pédagogiques sur l'histoire royale et la responsabilité civique. Cela marque un tournant générationnel, un monarque non seulement présent lors des cérémonies, mais aussi visible dans la vie numérique quotidienne. Le rôle de Catherine dans cette évolution est indéniable. Sa présence aux funérailles de Charles a consolidé son statut de boussole émotionnelle et de penseuse stratégique au sein de l'institution. Après les funérailles, elle aurait convoqué des réunions avec ses assistants afin d'évaluer comment les jeunes membres de la famille royale, en particulier George et Charlotte, pourraient être progressivement initiés aux fonctions publiques de manière adaptée à leur âge et significative. Un exemple envisagé est une campagne d'alphabétisation royale menée par la princesse Charlotte en partenariat avec les écoles s'inscrivant dans la passion de Charles pour l'éducation et l'accessibilité. Pendant ce temps, la princesse Anne poursuit son travail en grande partie en coulisses, se concentrant sur la rationalisation des portefeuilles caritatifs royaux et le renforcement des relations entre les pays du Commonwealth. Son récent voyage au Kenya, effectué 2 semaines seulement après les funérailles, a été perçu non seulement comme un hommage à l'amour de son père pour l'Afrique, mais aussi comme une réaffirmation de l'engagement de la monarchie en faveur de l'engagement mondial dans l'après-Brexit. Son bref discours au sommet environnemental des Nations Unies à Nairobi a été salué pour sa clarté et sa sincérité reflétant le ton diplomatique de Charles.
L'opinion publique, autrefois incertaine, semble désormais prudemment optimiste. Les sondages, réalisés par YouGov dans les semaines qui ont suivi les funérailles, montrent une légère hausse de la cote de popularité de la monarchie, notamment auprès des jeunes Britanniques âgés de 18 à 29 ans. Les analystes attribuent ce phénomène à l'authenticité affichée pendant le deuil, notamment par William et Catherine. Ils n'ont pas seulement simulé leur deuil, ils l'ont vécu, écrivait-il. Le Times capturant un sentiment repris dans les éditoriaux et les hommages sur les réseaux sociaux. Des initiatives symboliques ont vu le jour partout, au Royaume-Uni, dans le cadre du processus de guérison. À Glasgow, un nouveau projet de forêt urbaine baptisé King Charles Grove est en cours de planification intégrant des jardins communautaires et des pôles éducatifs sur la gestion du climat. À Bristol, les écoles locales ont lancé l'initiative Lettres d'héritage, encourageant les enfants à écrire des lettres expliquant comment ils peuvent transmettre les valeurs de Charles. À Balmoral, le Royal Collection Trust développe une exposition interactive présentant les croquis poèmes et écrits environnementaux de Charles, offrant un aperçu rare de l'intimité d'une personnalité publique. Entre-temps, une commande de statues a déjà été annoncée. Placée à Green Park, elle représentera Charles assis, entouré d'animaux sauvages en bronze recyclé. Conçue par une équipe de jeunes sculpteurs de moins de 30 ans, elle symbolise la fusion de la tradition et de l'innovation, reflétant l'évolution du règne de Guillaume. À l'échelle internationale, les hommages se poursuivent. Un sommet commémoratif sur le développement durable est prévu au début de l'automne, organisé conjointement par l'ONU, le secrétariat du Commonwealth et le Forum économique mondial, afin de rendre hommage aux décennies d'engagement environnemental de Charles. Le prince William devrait prononcer le discours d'ouverture qui marquera son premier grand discours international en tant que monarque. L'aspect le plus frappant de cette transition est peut-être la façon dont le deuil n'a pas paralysé l'institution mais a renforcé sa raison d'être. La monarchie, souvent critiquée pour son anachronisme, fait preuve d'une adaptabilité ancrée dans la continuité. La retenue de Guillaume, la chaleur de Catherine et la détermination d'Anne représentent plus que de simples traits personnels, elles incarnent l'architecture émotionnelle d'une famille royale moderne. Ainsi alors que les drapeaux britanniques hissent à nouveau leurs mâts et que la vie reprend son cours normal. L'héritage du roi Charles III n'est pas enterré, il s'épanouit. À travers les arbres plantés, les projets lancés et les valeurs renouvelées, son influence perdure. La famille royale, façonnée par le chagrin mais animée par le devoir, avance, non pas avec faste mais avec promesse. Que nous apprend ce moment sur l'avenir de la monarchie? Devient-elle enfin l'institution dont la Grande-Bretagne a besoin? Faites-nous part de vos réflexions dans les commentaires et abonnez-vous pour des histoires plus profondes du cœur de la famille.